Je sais pas si vous le savez, mais il a existé des pirates de légende complètement cintrés. Et si vous regardez Pirates des Caraïbes, après ça va vous sembler fade comparé à la vie de ces vrais pirates. Vous êtes malade. Qui étaient tout simplement les boss du pirate game à l'époque. Par exemple, en pirate complètement fou, vous avez Xing Shi. Xing Shi, c'est une femme pirate chinoise qui a foutu un sacré bordel à l'époque. Faut vous imaginer, on est entre 1775 et 1844 en Chine, et là, sur un bateau, il y a Xing Shi. Mais Madame Shi n'est pas toute seule. Non, non, non. Elle avait avec elle une flotte de 300 bateaux, soit environ 30 000 pirates sous ses ordres. Et ça, c'était au début de sa carrière. Je sais pas si vous imaginez le bordel que c'est. Vous prenez la population de la ville de Ponto-Combo, en Seine-et-Marne, Île-de-France, et ça vous donne la taille de l'armée de pirates de Madame Shi qui commandait. En tout cas, à l'école, ça devait pas être facile avec un nom pareil. Mais attendez, parce que Xing Shi ne se contentait pas de taxer 3 tonneaux d'or et 5 poissons sur des rafiaux croisés en mer de Chine. Non, non, non. La nana et ses 30 ou 40 000 sbires de pirates s'est frité contre des pays, littéralement, contre l'Empire britannique ou l'Empire portugais. Et en fin de carrière, elle avait plus de 80 000 pirates sous ses ordres. C'est-à-dire qu'on passe de la population de Ponto-Combo à la population de Courbevoie, Hauts-de-Seine, Île-de-France. Fallait pas l'inviter à une fête, celle-là. Hein. Non, parce que quand elle vous dit « je peux ramener 2-3 potes », t'avais une ville entière derrière elle de mecs avec des jambes de bois et des perroquets sur l'épaule. Et un énorme sabre dans le slibard. Elle avait 1800 navires sous ses ordres aussi en fin de carrière. Autant vous dire qu'elle faisait travailler les chantiers navals à elle toute seule. Mais alors, comment elle en est arrivée là? La pauvre Xing Shi débute mal dans sa vie. Elle commence par travailler dans un bordel sur un bateau. Et un jour, elle se fait enlever par une bande de pirates qui passait par là. C'est d'ailleurs cet événement qui va lui donner le destin qu'elle a eu. En fait, le pirate qui l'a enlevé, Zheng Yi, va se retrouver avec un syndrome de Stockholm inversé. Il tombe littéralement amoureux de cette jeune femme qui vient de kidnapper. C'est une prostituée sur un bateau à l'époque. Donc Monsieur Yi s'empresse de demander en épousailles sa prisonnière. Bon, dans ces conditions, on peut se demander si elle avait vraiment le choix. Mais Xing Shi va sentir le bon filon. Elle lui dit: ok frérot, on se marie, mais par contre tu me files une petite flotte pour que moi aussi j'aille dégommer du bateau. Là, Monsieur Yi, pris de court et voulant absolument en épousaille Madame Shi, eh bien, il lui offre la moitié de sa flotte à diriger. Beaucoup de bateaux et beaucoup de pirates. Au final, c'est un bon deal. Il se marie avec la femme qu'il aime et il a moins de travail. C'est que du bonheur. Bon, là, Xing Shi fait carrément ses preuves. Elle prouve à tout le monde qu'elle est capable de diriger autant de pirates. Et les gens la respectent autant que son mari Yi. Bon, Xing Shi et Zheng Yi sont à présent mariés. Ils sont en quelque sorte les Bonnie and Clyde des mers de Chine, avec des milliers de pirates sous leurs ordres et une puissance de frappe colossale. Ils attendent notamment les navires remplis de matières précieuses qui sortent des grands ports pour les voler. Ils sont tellement puissant que même la marine chinoise se fait laminer par Yi et Shi, le couple infernal de pirates avec un nom imprononçable. Mais il y a un événement qui va se passer qui va propulser Xing Shi à la tête de cette flotte énorme de pirates. En 1807, Monsieur Yi, donc son mari, tombe à l'eau durant une tempête et il meurt. Monsieur Yi tombe à l'eau, qu'est-ce qui reste? Madame Shi. Allez, salut. Ciao mon pote. Évidemment, sa femme récupère toute la flotte et la voilà au rang de super pirate chinois. Bon là, elle va un peu vriller salement. Elle va épouser son fils adoptif à des fins de manipulation et pour être encore plus forte, car lui était lieutenant dans cette énorme flotte. Elle fait également bien en sorte d'être pote avec les bonnes personnes, notamment le reste de la famille de son mari, qui pourrait éventuellement vouloir prendre le pouvoir. Finit par asseoir son pouvoir à force de manipulation. Mais attention, Madame Shi, elle déconnait zéro avec son équipage. Il y avait un code bien précis des pirates à respecter. Au moindre faux pas, on vous butait ou on vous coupait les oreilles, au choix. Par exemple, il était interdit de piller les villages qui étaient sympas avec les pirates. Sinon, peine de mort. Pareil, si vous désobéissiez à un ordre, idem si vous aviez la main un peu baladeuse au niveau des coffres dans la soute. On coupait également la trogne de celui qui avait une relation avec une prisonnière, même si elle était consentante. Pas d'amour à bord. Et elle, la prisonnière, était lestée de plomb et balancée par-dessus bord. Ah, je vous le dis, il faisait mauvais temps de tomber amoureux sur un bateau de Madame Shi. Madame Shi tombe à l'eau, qu'est-ce qu'il reste? Voilà, bon, plus personne, hein. Pour les oreilles coupées, c'était si vous aviez décidé de mettre fin à votre contrat de pirate. Genre, le mec s'est cru dans une agence intérim. Hein. Bon, j'en ai marre de bosser là, je m'en vais, voilà, la piraterie, j'en ai marre, ça me fatigue, j'en ai ras la casquette. Ah mais non, c'est pas possible, on ne part pas comme ça. Donc du coup, celui qui voulait déserter, on lui coupait une oreille. Et si vous comptez bien des oreilles, on en a deux. Vous désertez une fois, une oreille, 2 fois 2 oreilles, 3 fois...
Ça, je sais pas. Bon, 3 fois, il est buté, hein, tout simplement. Mais Xingxi et ses pirates sont tellement puissants que quand le gouvernement chinois décide d'envoyer des navires pour dégommer ces satanés pirates, eh bien, Xi et ses hommes réussissent à taxer des bateaux du gouvernement durant la bataille et à devenir encore plus forts. C'est-à-dire que le gouvernement, il envoie des bateaux et Madame Xi, elle dit... Donnez-moi ça, sinon je vous bute. Et elle les avait, elle devenait plus forte. Dites-vous que le gouvernement chinois s'est tellement fait laminer face à Xingxi et ses pirates qu'ils doivent utiliser des bateaux de pêche pour continuer à se défendre. T'es en mer de Chine, tu vois au loin un bateau Captain Igloo. C'est pas un bateau de pêche, c'est un bateau de guerre de la marine chinoise. Bon, j'ai trouvé un pirate double casquette. Et j'ai trouvé aussi qu'il avait une bonne trogne. Sir Henry Morgan. Alors là, on peut se demander comment un noble pouvait être pirate. Eh bien, c'est possible. Henry Morgan, ou Captain Morgan pour ceux qui connaissent la piquette, est né en 1635. En gros, c'est un type qui s'est barré du pays de Galles, là où il est né, pour aller faire ses petites affaires aux Caraïbes. On appelle ce genre de migration des flibustiers. Le type était à la fois corsaire, donc autorisé par l'État à défoncer l'ennemi avec sa flotte, et entre deux bastons, il allait piller à droite à gauche ce qu'il pouvait. Et du coup, l'État fermait un peu les yeux. C'était donnant-donnant. Par contre, il était mauvais navigateur. Il a échoué plein de bateaux sur lesquels il était. Lui, ce qu'il aimait, c'était attaquer au sol. Donc il en avait rien à carrer d'exploser son navire. Il arrivait à pleine balle sur la rive pour dégommer tout le monde. Parce que oui, Henry était extrêmement violent et il a flingué énormément de personnes, notamment dans les Caraïbes, là où il était d'ailleurs l'un des pirates dont on avait le plus peur. Si vous étiez aux Caraïbes, vous regardiez au loin, vous voyez un bateau qui arrivait à pleine balle sans freiner, hein, vous pouviez être sûr que c'était Henry à l'intérieur et il venait pas pour vous faire des câlins, hein, ça c'est sûr. Il y a d'ailleurs eu une bataille incroyable avec Henry et ses hommes contre la ville de Panama et les troupes espagnoles qui étaient dedans. C'est-à-dire que Captain Morgan débarque avec 37 bateaux pour attaquer Panama, avec la promesse de repartir richissime. Son navire était évidemment le plus puissant, avec 24 énormes canons prêts à tout éclater. La ville était blindée de minerais d'argent qui arrivaient du Pérou. Donc une aubaine pour Captain Morgan. Lui qui adore le pognon. Le temps de tout préparer et mettre tout le monde d'accord sur le pourquoi du comment ils allaient éclater tout le monde, le 20 décembre 1670, Captain Morgan envoie 1000 pirates sur l'île de Sainte-Catherine. Lui, en tête de gondole, avec les 1000 pirates derrière lui, prêt à tout saccager. En fait là, il fait une stratégie bien pensée pour prendre la ville par surprise. Il commence par attaquer un fort avec des flèches enflammées, cramant des maisons et faisant une brèche pour s'emparer de celui-ci. Sur les 300 types dans le fort attaqué par Morgan, 286 sont morts. Pas de quartier aurait-il crié juste avant. Et visiblement, on l'avait écouté. Bon là, après cette petite victoire, ils continuent leur chemin. Mais les Espagnols avaient fait plus ou moins barrage plus loin, ne laissant rien à manger aux pirates, seulement des maisons vides. En plus du fleuve trop bas qu'ils devaient emprunter pour rejoindre Panama, la faim et la fatigue se faisaient sentir. Certains mangeaient même des feuilles d'arbres pour combler la faim. Ça devenait très tendu pour Captain Morgan. D'embuscade en embuscade, les pirates avancent tant bien que mal dans les marécages, trouvant des villages abandonnés, car les espions espagnols avaient un coup d'avance sur eux. Dans leur marche éreintante, qui dura des jours et des jours, ils croisent même des Indiens, qui les sèment sans problème en les insultant. Et ça, c'est beau. 9 jours de marche plus tard, après moult péripéties et quelques morts, ils arrivent à Panama. Là, les pirates et les Espagnols se mirent à jouer du tambour et de la trompette pour impressionner l'adversaire. Aujourd'hui, on verrait plus ça sur un champ de bataille, hein. Non mais imaginez, le mec joue de l'accordéon avant d'attaquer avec son Charles Leclerc. Ça n'existe pas. C'était quand même une belle époque. Tuer des gens, mais avec classe. Au réveil du 28 janvier 1671, Morgan et ses hommes aux portes de Panama voient autour d'eux des groupes d'Espagnols venus les observer. 1200 pirates descendent de la colline sur laquelle ils étaient situés au lever du soleil. 200 pirates placés stratégiquement en avant tirent de manière synchronisée sur les Espagnols pendant 2 heures et ils déciment la cavalerie. Sauf que les Espagnols commencent à paniquer et font n'importe quoi. Une infanterie se met à attaquer les pirates alors qu'on n'avait jamais donné cet ordre. Une ligne de pirates armés de fusil dégomme d'un coup une centaine d'Espagnols. Les autres prennent peur et ils se tirent. Et c'est à ce moment précis qu'on va sentir le désespoir de la défaite dans les Espagnols. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils lâchent 2000 taureaux sur les pirates en espérant gagner. Voilà ce qu'ils font, parce qu'ils savent plus quoi faire. Sauf que les pirates, eux, ils ont tout compris. Ils prennent juste des drapeaux, ils font peur aux 2000 taureaux qui arrivent et les taureaux font demi-tour. Bon là, ils entrent dans la ville, dégomment les derniers retranchés et saccagent l'entièreté des magasins. Au passage, pour l'anecdote, à ce moment-là, ils chopent un navire qui passait devant la
la ville, qui était remplie de savon et de biscuits. En même temps, les mecs devaient tellement schlinguer après une telle bataille que c'était de l'or pour eux. Pour vous dire, les mecs tuaient sans vergogne pour un figolu ou du petit Marseillais. À noter que Captain Morgan n'hésitait pas à torturer des habitants pour savoir où ils cachaient leurs magots. Et d'ailleurs, le rhum, vous savez, le Captain Morgan que vous voyez ici, eh bien, il est vraiment inspiré de ce mec-là. Et ce type, il est même devenu gouverneur de la Jamaïque. Et il finit par mourir à cause de son alcoolisme. Et on a créé le Captain Morgan. Ça donne envie de le boire. Et puisque la piraterie n'est jamais finie, on va parler d'un pirate qui, lui, était spécialiste de la torture. Il était tellement hardcore avec ses prisonniers que même son équipage avait peur de lui. Édouard Law, lui, n'a pas eu une vie longue, puisqu'il meurt à 34 ans. C'est ballot. Loin d'être longue, mais pourtant trépidante, la vie de pirate qu'il a menée n'a pas été de tout repos. Il devient pirate après que sa femme meurt lors de la mise au monde de son enfant. Lui ne savait ni lire ni écrire, c'était un tricheur notoire, un voleur et extrêmement agressif. Autant vous dire que c'était pas un bon type. Il commence sa vie à Londres avec des petits larcins, notamment le vol de perruques et de chapeaux dans la foule. Alors faut m'expliquer comment on peut revendre des perruques. Non, je sais pas, ça devait coûter cher probablement à l'époque. Y a-t-il des spécialistes des perruques dans les commentaires? Évidemment, les perruques et les chapeaux, ça lui suffit pas. Il monte en Gap et se met à faire des cambriolages. Voulant changer de vie, il part finalement vers l'Amérique en quête d'un avenir meilleur. Enfin meilleur, avec plus de thunes quoi. Non, parce que quand tu voles des perruques pour manger de la soupe, à un moment donné, ton avenir il est compromis. Il part donc en Amérique et finit par atterrir au Massachusetts. C'est à ce moment-là qu'il fait des enfants, dont un qui meurt jeune, et sa femme qui meurt tragiquement lors de l'accouchement. Travaillait au départ dans les bateaux de manière tout à fait honnête. C'est lui qui gérait tous les câbles et la direction des voiles. Il transporte des fruits sur leur bateau de 12 hommes, et un beau jour, il demande à manger, parce qu'il a faim. Mais le capitaine refuse de les nourrir, et il leur donne qu'une bolée de rhum à ces pauvres moussaillons. Évidemment, lui, il était pas content. Il avait la dalle. Souvenez-vous, ce gars-là, fallait pas l'embêter. Il sort son flingue et tire sur le capitaine. Il le loupe, mais il tire une seconde fois et le touche à la gorge. Le mec voulait juste un bout de pain. Évidemment, ils se font tous virer du bateau après ça, mais les 12 moussaillons restent groupés. Et le lendemain, et oui, les mecs perdent pas de temps, ils partent voler un bateau et butent un type au passage. Ils vont rapidement utiliser ce petit bateau pour piéger d'autres bateaux et les piller. Et ça seulement en quelques jours. Vraiment, ils perdent pas de temps, ils ont pas le temps les mecs. Non mais, faut s'imaginer, en l'espace d'une semaine, les types sont passés de transporteurs d'agrumes déclarés à assassins pilleurs de bateaux. La vie réserve toujours des surprises. C'est un gros changement professionnel dans une vie les gars. Faut savoir que si vous étiez castillan et que vous tombiez sur Édouard Law en pleine mer, vous n'aviez aucune chance de survie. Il exécutait directement et sans raison les castillans. Pourquoi? Eh bien parce qu'il les aimait pas. Voilà, c'est tout. Il y a vraiment pas meilleur argument. Non mais c'est parce qu'en fait dans sa vie d'avant, il avait connu des castillans qui lui avaient fait des ennuis. Et du coup aujourd'hui, il se vengeait et dès qu'il en croisait un, il le flinguait, direct. Il a constitué sa flotte en attaquant 13 bateaux de pêche. Il aurait crié qu'aucune pitié ne serait accordée aux résistants. À ce moment-là, les pêcheurs, ils ont entendu ça, ils se sont dit, allez, prends le bateau, vas-y, dégage, vas-y. Il se retrouve donc avec un navire de 80 tonnes gratos, de quoi bien débuter sa vie de pirate. Sa tactique à Édouard, c'était un peu l'approche en soum-soum. C'est-à-dire qu'il mettait un faux drapeau, s'approchait tranquillement de sa proie et les dégommait instantanément. Un jour, il capture un bateau anglais et dessus se trouvaient 2 Portugais. Visiblement, Édouard ne les aimait pas non plus. Il a demandé à les hisser en haut du mât et à les laisser tomber sur le pont. Il fit ça plusieurs fois jusqu'à ce qu'il meure. Je vous l'ai dit, lui c'était pas un gentil pirate. Une autre fois, il est aussi tombé sur un Portugais. Oui, il les détestait, faut pas chercher. Il a coupé les lèvres du capitaine portugais, les a fait griller à la poêle et l'a forcé à les manger. Puis une fois que le dîner fut avalé, il a dégommé tout le reste de l'équipage. Un jour, il a même brûlé vivant un cuisinier français tout en disant « Ce type est gras et bon à frire. » Qui c'est ce mec? Il n'avait zéro limite. Avec un sabre, il a même trucidé d'un coup 53 prisonniers espagnols. Il est décrit par les historiens comme un pirate psychopathe, probablement l'un des pires. À un moment donné, il capture un baleinier situé très loin des côtes. Ayant perdu des comparses récemment, il était de mauvaise humeur et se mit à torturer le capitaine pour son bon plaisir. Il finit par lui mettre une balle entre les 2 yeux. Ensuite, il laissa le bateau sans provision au milieu de la mer pour que l'équipage meure de faim. Plus tard, il capture un autre navire. Mais là, il coupe directement la tête du capitaine, à peine le pied posé à bord. Et dans sa bonne grâce, il laisse quand même l'équipage partir cette fois-ci. Même son équipage ne voulait plus obéir à ses propres ordres. Ces ordres qui n'avaient plus aucun sens. Le mec était complètement taré. Il demandait de torturer des pêcheurs sans aucune raison. Bon, pour lui, ça finit mal parce qu'il termine pendu en Martinique, jugé par les Français. En même temps, le gars faisait manger la propre bouche à ses victimes. Faut pas abuser. Ah, y a un truc qui est marrant, c'est qu'il avait rédigé un code de conduite, une espèce de 10 commandements du pirate. Et le plus drôle, c'est qu'en fait, les
sanctions qui sont indiquées, eh bien, elles sont un petit peu en fonction de l'humeur du capitaine, donc de lui, de ce taré. Par exemple, sur l'article 3, celui qui sera reconnu coupable de l'acheter au moment des ingestions, alors je sais pas ce que ça veut dire, subira ce que le capitaine et la majorité de la compagnie jugeront approprié. En fait, c'est cette dernière phrase qui est importante. Ce que le capitaine et la majorité jugeront approprié. Parce qu'en fait, cette petite phrase revient à chaque fois. Ça veut rien dire, en fait. Ça veut dire que ça dépend. J'ai envie de te couper un bras, j'ai envie de te couper une oreille, comment? T'as fait quoi? Tu vois, c'est selon l'humeur du mec, quoi. Par exemple, dans le numéro 5, on a ça aussi. Celui qui est reconnu coupable de jeu ou de fraude réciproque à la valeur d'un Royal of Plate subira ce que le capitaine et la majorité de la compagnie jugeront approprié. C'est pareil. C'est quoi la sanction? C'est selon, voilà, le mec est mal gaulé, il s'est levé du mauvais pied, voilà, bon. Un doigt, une main, un bras, c'est comment? Par exemple, la numéro 9 aussi, elle nous dit « Celui qui rendra coupable d'ivresse au moment de l'engagement subira ce que le capitaine et la majorité de la compagnie jugeront approprié. » C'est-à-dire que tu pars au combat, t'es bourré, t'auras une petite sanction. Ah, tu sais pas quoi, c'est la surprise, tu verras après le combat. Non mais c'est génial, ça marche pour tout. C'est selon mon humeur. Je vais te coudre une tube de beluga sur le front, voilà, bon voilà, c'est cadeau. Et quand on sait que le type était totalement psychopathe, j'ose imaginer ce que ça pouvait être sanction appropriée, Non, parce que voilà, sortant de la tête d'un mec comme ça peut être tout et n'importe quoi. La tube de beluga, on sait pas, Ah, il y a aussi le 10e commandement de la piraterie qu'il a écrit, c'est-à-dire, ça nous dit, pas de tir de fusil dans les cales. Fallait quand même respecter les nuisances sonores, faut pas déconner. Les amis, la piraterie n'est jamais finie. En attendant, je vous invite à cliquer sur cette incroyable vidéo, si vous le souhaitez évidemment, si le cœur vous en dit, votre cœur de pirate. C'est une chanteuse, ça n'a rien à voir. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite que du bonheur et puis on se retrouve très bientôt. Abonnez-vous, laissez des petits pouces si vous avez apprécié. Et puis je vous embrasse. Au revoir.